Avant toute chose, je vous invite à utiliser un éditeur de code pour écrire nos requêtes SQL. Dans cette formation, j'utiliserai le logiciel Sublime Text, que je trouve top. Donc, soit vous utilisez le même, donc Sublime Text, que vous pouvez télécharger sur le site sublimetext.com, que vous soyez sur Windows, Mac ou Linux. Donc, download, vous trouverez la version pour votre environnement. Vous pouvez utiliser donc, ce logiciel Sublime Text qui ressemble à ça, hein, un simple éditeur de code. Et si vous souhaitez, vous pouvez utiliser un autre éditeur de code, celui que vous souhaitez. Et vous pouvez même utiliser l'éditeur de code qui est situé dans exécuter le SQL. Ici même, on voit que ça teinte différents mots-clés de notre requête SQL. En tout cas, moi j'utiliserai Sublime Text dans cette formation. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le langage SQL a sa propre syntaxe. Et donc progressivement, dans la formation, nous allons découvrir toutes les commandes et mots-clés de cette syntaxe. Alors la première commande, donc déjà je vais mettre en SQL ici. SQL. Comme ça va teinter, colorer les mots-clés de ma syntaxe qui correspondent au langage SQL. Donc la première commande SQL que vous allez apprendre, c'est la commande select, donc c'est la plus importante. Donc select, voilà, select, donc on voit que ça se teinte en rose immédiatement. Et cette commande select, elle permet de sélectionner les colonnes souhaitées. Donc après ce mot-clé, cette commande select, on va indiquer les colonnes de notre table qu'on souhaite afficher. Donc là, juste pour l'exemple, je vais mettre colonne A, virgule, on va afficher d'abord la colonne A, puis la colonne B, virgule, colonne C, virgule, colonne D, virgule, 3 petits points. D'accord, on peut afficher le nombre de colonnes que l'on souhaite. Et deuxième commande et mot-clé, la commande from. Donc au final, ça se lit comme de l'anglais, depuis. Donc c'est suivi immédiatement par le nom de la table. Donc on va sélectionner colonne A, colonne B, colonne C, colonne D, depuis la table, on va dire nom-table, le nom de la table. Et pour finir, toute requête SQL se clôture, se termine par le point virgule. Voilà, et ce qui fait qu'on pourrait, si on le souhaite, on pourrait écrire notre requête SQL sur une seule ligne. Donc là je l'ai écrit sur 2 lignes pour plus de lisibilité, mais on pourrait très bien l'écrire comme ça. Donc moi je vous recommande vraiment de faire démarrer chaque ligne par un mot-clé qui est une commande de nos requêtes SQL. Donc ça c'est la structure classique de la première requête SQL envisageable, qui est la commande select, donc sélectionner des colonnes depuis une table. Donc maintenant on va faire la même chose sur notre table recent-great. Donc on va par exemple afficher seulement les colonnes rank et major de la table recent-great. Donc si on retourne sur Sublime Text, ça va être assez similaire. Donc select. Donc cette requête vous pouvez soit la taper directement depuis le exécuteur SQL du logiciel DB Browser ou directement depuis un éditeur de code. Donc select, on avait dit rank en premier, major from recent-great, point virgule. Donc ça c'est notre première. Donc faites bien attention au nom des colonnes, hein, c'est une majuscule, c'est une minuscule, de bien l'écrire comme le nom affiché dans la table. On va copier-coller cette première requête SQL, on va aller dans DB Browser, exécuter le SQL. Bon, du coup on avait déjà une première requête SQL quand je vous ai fait découvrir le logiciel DB Browser, on va la supprimer, CTRL V, F5, et cette fois-ci, au lieu d'avoir une seule colonne, on a bien les deux colonnes, rank et major, avec les 173 lignes, parce qu'on a rien filtré dessus. Et si vous remarquez bien, l'affichage de ces deux colonnes est dans l'ordre du select. Donc d'abord on a tapé rank, et ensuite major. Si j'inverse les deux, major, rank, F5, cette fois-ci on a bien la première colonne major, puis rank. Rank, major. Donc voilà pour cette première requête SQL, et à très vite pour les suivantes. Dans la fin de la vidéo précédente, nous avons vu une spécificité importante de SQL, à savoir l'ordre des colonnes. Donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait interverti rank et major, et on s'était rendu compte que les colonnes, visuellement, étaient aussi interverties. Donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait, à l'origine, on avait select rank major, on a échangé major en premier et rank en second, et on s'est rendu compte que donc, graphiquement, l'affichage de nos colonnes suit bien l'ordre de l'écriture de cette requête SQL. Donc ça nous amène à notre premier cas pratique que vous allez faire. Donc vous allez travailler un peu, et vous allez écrire une requête qui retourne les 5 colonnes de la table recent-great dans l'ordre suivant. Donc ordre en premier rank, second major-code, troisième major, quatrième major-catégorie, et enfin la colonne totale. Donc je vous invite à jouer le jeu, à mettre la vidéo sur pause, et écrire cette requête, que ce soit sur Sublime Text, sur un autre éditeur de code, ou directement sur DB Browser SQLite, et ensuite de tester cette requête sur le logiciel DB Browser SQLite. Donc mettez la vidéo sur pause, et moi je vais attaquer tout de suite une solution possible, la solution de ce ticket pratique. Donc, ça va nous donner donc toujours les deux mots-clés select et from, et on pourrait même commencer de la manière suivante, select from, point virgule. Qu'est-ce qu'on va placer à droite de la commande select? Eh bien, toutes les colonnes dans l'ordre énoncé juste au-dessus. Donc, rank, major-code, major-catégorie, et pour finir, total. Et à droite de from, c'est le nom de la table qu'on va indiquer, donc c'est ici recent-great. Voilà pour cette requête. On la copie et on va la coller dans DB Browser. Ce qu'on peut faire, c'est ajouter un nouvel onglet ici pour un deuxième code. Donc ça va être ouvrir un fichier SQL, ouvrir un onglet, pardon. Donc ici on a notre page SQL2. Et on va pouvoir coller la requête précédemment écrite. Alors pourquoi total est écrit en bleu? Bon, ça a l'air correct pourtant. Alors F5, et on a donc nos colonnes, rank, major code, major catégorie et le total. On a bien les 173 lignes car on n'a ajouté aucun filtre. Voilà donc pour ce premier exercice. Donc j'espère que vous avez pu le valider, donc valider vos acquis sur ces deux premières vidéos.
Et dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer enfin les filtres, parce que j'arrête pas de vous parler des filtres en disant qu'on a bien les 173 lignes. C'est-à-dire avec des filtres, on va pouvoir afficher les informations, et seulement les informations dont on a besoin. Voilà, à tout de suite. Donc jusqu'à maintenant, on a écrit des requêtes qui retournent l'ensemble des lignes pour certaines colonnes. L'idée maintenant serait de filtrer ces lignes et d'afficher seulement certaines lignes, pas toutes. Donc par exemple, si nous souhaitons récupérer les majors qui ont plus de femmes diplômées que d'hommes, nous aurons besoin alors d'ajouter une condition. Qu'est-ce que ça veut dire que veut dire que les majors ont plus de femmes diplômées? Donc là, on utiliserait la colonne share women. D'accord, souvenez-vous de la colonne de notre table recent-grades. On a une colonne share women, et cette colonne, c'est la proportion de femmes parmi l'ensemble des diplômés. Donc il suffirait pour avoir plus de femmes que d'hommes que cette colonne, l'élément de cette colonne soit supérieur à 0,5. Ça voudrait dire que sur l'ensemble des diplômés, il y a plus de 50% de femmes. Donc la commande pour ajouter une condition, c'est la commande where. Cette commande where, elle nécessite 3 éléments, elle va être suivie de 3 éléments. Tout d'abord, la colonne à filtrer, donc par exemple colonne A, un opérateur de comparaison, par exemple supérieur, inférieur, égal, différent. Donc là je vais mettre par exemple égal, et la valeur à comparer. Donc ici on va dire que ce sera un chiffre, donc égal à 3. Donc là finalement ça filtrerait parmi les colonnes qu'on va afficher, les lignes qu'on va afficher de nos colonnes, ça filtrerait les éléments pour lesquels la colonne A est égale à 3. Donc on va appliquer un exemple, ça va être un peu plus concret. On va appliquer un exemple de notre table recent-grades. Donc select, from, where, et point virgule. Qu'est-ce qu'on va passer à côté du select? Donc on va afficher major, virgule, share, woman, toujours from, on est toujours dans la table recent-grades. Et cette fois-ci la bien petite nouveauté, c'est qu'on souhaite donc les majors qui ont plus de femmes diplômées que d'hommes. Donc comme je vous ai montré, il va falloir appliquer ces conditions. Donc share, woman, supérieur à 0.5. Donc voici pour cette requête qui aura cette fois-ci une condition. Donc CTRL-C, on va aller la tester tout de suite. On va ouvrir un nouvel SQL, CTRL-V et F5. Cette fois-ci, si on regarde, vous vous souvenez, on avait 173 lignes. Cette fois-ci, on n'en a plus que 97. Donc il y a 97 majors qui ont plus de diplômés femmes que d'hommes. Voilà, déjà ça apporte une information intéressante. Donc dans les comparateurs possibles, on va avoir le supérieur, le inférieur, on va avoir le supérieur ou égal, le inférieur ou égal, le égal, et le différent, un point d'exclamation suivi de égal. Donc là, ce qu'on a vu ici, sur ces deux exemples, on a comparé par rapport à une valeur numérique. Mais on peut aussi comparer du texte. Donc si on compare du texte, il faut le mettre entre guillemets. Donc par exemple, si on considère une colonne qui serait le sexe d'un individu, donc M ou F, ça serait, par exemple, une colonne qui donnerait sexe égale F, par exemple. Si on veut sélectionner toutes les femmes, toutes les lignes qui sont des femmes, donc ça donnerait une condition where sexe égale F, par exemple. Alors que là, nous avons utilisé cette condition sur une colonne qui présente des valeurs numériques, à savoir share women. Donc nous l'avons comparé à une valeur numérique, 0,5 ici, et on n'a pas besoin de guillemets. Alors une petite chose pour finir, et après ce sera à vous de travailler sur un exo. Un petit truc à noter, c'est que le where, il se place toujours après le select et le from. D'accord? Toutes ces conditions se placent souvent dans la fin d'une requête. Voilà pour cette condition where. Donc maintenant vous allez travailler un peu. Du coup, je vous ai préparé un exo. Alors cet exo, ça va être, vous allez écrire une requête SQL qui retourne tous les majors avec plus de 10 000 diplômés ayant un emploi. Et vous afficherez les colonnes major et employed dans cet ordre. Donc un petit rappel, la colonne des diplômés ayant un emploi, c'est la colonne employed. Voilà, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Et moi je vais proposer de mon côté la solution, et j'espère que vous ferez de même. Donc, toujours select from where, point virgule. Donc on a dit qu'on allait afficher les colonnes major, virgule, et employed. Toujours de la même from recent grades et where. Donc c'est là qu'on a la petite nouveauté. Donc je vous ai dit que la colonne des diplômés en emploi, c'est la colonne employed. Donc la colonne concernée, c'est la colonne employed. Ensuite, un opérateur de comparaison. Donc là, on voudrait retourner afficher seulement les majors qui ont plus de 10 000 diplômés et possédant un emploi. Donc ça va être supérieur et la valeur numérique 10 000. Voilà, on copie-colle, on teste à chaque fois notre travail. On va ouvrir un nouvel onglet SQL, CTRL-V, F5. Cette fois-ci, on a combien de... On a 94 lignes, 94 entrées. Donc il y a 94 majors qui ont plus de 10 000 diplômés qui ont un emploi, qui ont un boulot. Et là, on peut vérifier, si on veut, notre colonne employed, on peut vérifier qu'on a bien que des majors qui présentent plus de 10 000 personnes. Ça me paraît pas mal. Donc voilà pour cette vidéo sur la commande where, qui est très importante, on va l'utiliser énormément. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si besoin. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo pour apprendre à limiter le nombre de résultats. A tout de suite. Si on regarde le nombre de résultats de notre dernière requête, on se rend compte qu'il y a 94 lignes ou 94 résultats, ce qui commence à être assez conséquent. Ça peut devenir assez lourd de travailler avec autant de résultats. Heureusement, il existe dans la syntaxe SQL une commande permettant de limiter ce nombre de résultats. Cette commande, c'est la commande limit, qui est immédiatement suivie d'un entier qui spécifie le nombre de résultats souhaités. Par exemple, si on souhaite retourner 15 résultats, on écrira limit 15. Alors où est-ce qu'on place cette commande? Donc je vais écrire une requête complète. Donc select from limit, point virgule. Donc on va sélectionner une colonne, la colonne major, from recent-grades, et limit. Donc juste après le from, on va limiter à 5 éléments. On va copier et coller notre requête. F5. Donc cette commande est censée afficher l'ensemble de la colonne major, donc il n'y a pas de filtre avec la commande where, mais par contre il y a une commande limit, et du coup on affiche seulement les 5 premiers éléments. Donc voilà pour cette dernière commande de cette première section sur la syntaxe SQL. Donc c'est presque terminé pour cette section. Je
faudrait juste que vous fassiez un dernier test pour valider complètement les acquis de cette première section. Alors je vous montre tout de suite l'énoncé. Donc ce que vous allez faire, vous allez donc écrire une requête qui retourne la colonne major, dans laquelle les diplômés ayant un emploi est supérieur à 10 000, et cette fois-ci vous allez afficher non pas tous les éléments, mais seulement les 10 premiers résultats. Voilà, je vous laisse mettre la vidéo sur pause, et on se retrouve, et moi en attendant je commence à rédiger la solution. Donc, select, toujours de la même manière, select from, where, limit. Point virgule. Donc on a vu qu'on sélectionnait la colonne major. From, la table recent-grades. Where, employed supérieur à 10 000. C'est le même exemple que la vidéo sur la commande where. Et on limite à 10 premiers éléments, 10 premiers éléments. Donc voilà pour la requête, on la teste tout de suite. CTRL-C, un nouvel onglet SQL, CTRL-V, F5, et on vérifie, et on affiche bien les 10 premiers éléments pour lesquels les diplômés qui ont un emploi est supérieur à 10 000. Donc c'est donc terminé, complètement terminé pour cette section. Vous avez donc appris les bases de la syntaxe de SQL et vu un peu ce qu'était une base de données. Dans la prochaine section, nous allons combiner plusieurs critères pour filtrer nos résultats. Voilà, ciao ciao. Alors nous avons vu précédemment comment filtrer selon des critères, donc critères qu'on appliquait à une colonne avec des opérateurs de comparaison, égal, supérieur, inférieur, différents, et on utilisait la commande where. Mais comment faire si on souhaite combiner plusieurs critères? Donc la réponse est assez simple, c'est dans le titre, c'est les conditions multiples avec les opérateurs logique, AND et OR. Donc on va commencer par l'opérateur logique AND. Donc voyons voir comment fonctionne cet opérateur. Donc classiquement select, on va col 1, col 2, virgule 3 petits points, from une table, where, on a une condition 1, and condition 2. Donc, point virgule. Ce qui signifie qu'on va filtrer nos résultats selon le critère de la condition 1 et de la condition 2. Donc on affichera donc les lignes qui présentent à la fois la condition 1 et à la fois la condition 2. Donc par exemple, maintenant nous pourrions écrire une requête SQL qui retourne toutes les majors avec une majorité de femmes et qui ont plus de 10 000 diplômés en emploi. Donc si vous vous souvenez bien, c'est les deux critères qu'on a appliqués dans la section précédente. Et bien si on souhaite les appliquer simultanément, on peut, avec l'opérateur logic AND, select from where, on va mettre un limite, point virgule. Donc select, ça va afficher les colonnes major, share, women et employed pour vérifier que les critères sont bien appliqués. From recent-grades, where. Donc on a dit, on veut qu'une majorité de femmes, on veut qu'il y ait une majorité de femmes, donc première condition, c'est la condition 1, share, woman supérieur à 0,5. On applique l'opérateur logique AND et on souhaite qu'il y ait plus de 10 000 diplômés ayant un emploi. Donc employed supérieur à 10 000. Et on limite à 10. Ok, CTRL-C, on va aller vérifier sur DB Browser. CTRL-V, F5. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, j'ai mis un peu sur share ici. Je vais corriger ici aussi. F5. Et du coup, on affiche 10 éléments, 10 résultats, et on va vérifier que sur chaque colonne, on a bien le critère appliqué. Donc là, 0,57 supérieur à 0,5, sans demi pareil, on va vérifier par colonne, tout est supérieur à 0,5, et ici tout doit être supérieur à 10 000. Ok, parfait, celui-ci il y a 10,76, c'est plus proche. Donc, maintenant voyons voir le deuxième opérateur logique, qui est l'opérateur OR. Donc la syntaxe va être très similaire. Ça va être select, col 1, col 2, virgule 3 petits points, from, une table, where, condition 1, OR, condition 2. Voilà. Donc, ce qui va se passer dans cette deuxième requête, avec l'opérateur logique OR, c'est qu'on va afficher les lignes qui présentent soit la condition 1, soit la condition 2. D'accord? Il est suffisant d'avoir une des deux conditions pour apparaître dans les résultats. Du coup, vous allez travailler sur ce deuxième opérateur, vous allez faire un petit cas pratique. Alors, ce cas pratique, vous allez écrire une requête SQL qui retourne les 20 premières majors qui ont un salaire médian supérieur ou égal à 10 000, ou, d'accord, attention, ou ici, ou un nombre de personnes sans emploi inférieur ou égal à 1000. Et vous afficherez dans l'ordre les colonnes major, median, unemployed. Donc juste un petit rappel, le salaire médian se trouve dans la colonne médian, et le nombre de diplômés sans emploi dans la colonne unemployed. Voilà, donc je vous invite à jouer le jeu, à mettre la vidéo sur pause, et à pratiquer. De mon côté, je vais proposer la solution. Donc on commence toujours de la même façon, select from, where, limit, point, et ensuite on place nos colonnes, ou nos conditions. Major, median, unemployed. From recent-grades, where. Donc première condition. La condition, déjà on pourrait même passer le OR. Le OR ici du coup. Alors, première condition, salaire médian supérieur ou égal à 10 000. Donc, colonne médiane, supérieur ou égal au nombre 10 000. Or, deuxième condition, un nombre de personnes sans emploi inférieur ou égal, donc c'est un nombre de diplômés sans emploi inférieur ou égal à 1000. Donc, employed inférieur ou égal à 1000. Et on limite aux 20 premières majors. Donc voilà pour cette requête, on va aller la tester. CTRL-C, nouvel onglet, CTRL-V, F5. Donc on a affiché les 20 premiers éléments, on va pouvoir vérifier. Donc ici, on a bien un salaire médian supérieur à 10 000. Alors, est-ce qu'on a un cas? Non, pas de cas. Ici, on a une valeur dans la colonne unemployed qui est égale à 1672, donc qui est supérieure à 1000. Mais c'est pas grave car la condition 1 est vraie, à savoir 65 000 est bien supérieur à 10 000. Est-ce qu'on regarde dans notre cas? Ici, c'est la même chose. Donc voilà la petite nuance avec l'opérateur logique AND, qui doit présenter à la fois les deux conditions. Cette fois-ci, on peut présenter l'une ou l'autre. Donc c'est tout pour cette vidéo sur les conditions multiples. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment grouper ces opérateurs avec des parenthèses.
Alors il y a certaines questions qui ne sont pas répondre en utilisant les techniques que l'on vient de voir, à savoir les opérateurs logiques AND et OR. Par exemple, si nous souhaitons écrire une requête qui retourne toutes les majors engineering, donc les matières principales liées à l'ingénierie, qui ont principalement des femmes diplômées ou un taux de personnes sans emploi en dessous de 5,1%. Dans ce cas-là, nous avons forcément besoin de parenthèses pour exprimer correctement ces conditions. Alors si j'écris ces trois conditions sans lier, ça ressemble à ça. Major-catégorie égale engineering. Yes. Share woman supérieur ou égal à 0.5 et unemployment-rate est inférieur à 0.051. Donc inférieur à 5,1%, d'accord, on divise par 100 les pourcentages. Donc là, si on va considérer que cette première condition c'est la condition 1, celle-ci c'est la condition 2, et celle-ci la condition 3. Donc pour exprimer notre condition, nous on voulait que tout d'abord on retourne les majors de la majors catégorie engineering, et parmi celles-ci, celles qui ont principalement des femmes, dans les diplômés, et ou un taux de personnes sans emploi inférieur à 0,051. Donc, ça nous donne d'abord la condition 1, and, condition 2, or, condition 3. Donc là, ce qui se passe, c'est si on met pas de parenthèse, on va exprimer nos conditions à la suite, et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut forcément la condition 1 et la condition 2 ou la condition 3. Donc, il faut forcément des parenthèses, ici. Donc là, on a la condition 1 et condition 2 ou condition 3. On peut même mettre une parenthèse ici si on le souhaite. Là, on voit bien les deux blocs entre le and. Donc ça pourrait par exemple être condition 1 et condition 4, avec condition 4 qui vaut condition 2 or condition 3. Regardons ça sur un cas concret avec une requête SQL. Et on va select from where, point, virgule. Donc select major catégorie, virgule share woman, virgule rate, from recent-rate, where. Donc la condition 1, c'est major catégorie égale engineering. Donc ça c'est la condition 1, donc elle est entre parenthèses, on la voit bien, elle est là. Le and, et parenthèse, condition 2 ou condition 3. Condition 2, share woman, supérieur ou égal à 0.5, or unemployment-rate, inférieur à 0,051. On va la ligne ici. Donc on voit bien where, condition 1, and, le and ici, condition 2, or, condition 3. Donc finalement ces parenthèses expriment bien ce qu'on voulait dans les conditions souhaitées. Alors, vous remarquez sûrement autre chose, c'est que j'ai pas utilisé de majuscule pour tout ce qui est commandes et opérateurs logiques. Alors c'est très simple, SQL n'est pas sensible à cela, à savoir majuscule ou minuscule, donc vous pouvez utiliser majuscule ou minuscule, comme vous souhaitez. Donc on va aller tester tout de suite notre requête sur DB Browser. Hop, CTRL V, F5. Alors, vérifions. Notre colonne major-catégorie affiche bien que des catégories engineering. Donc on se rend compte qu'il y a 10 résultats. 10 résultats, il n'y a pas de limite. Donc ça affiche tous les résultats. Et ensuite, la deuxième condition, qui va être vraie, qui est dans la parenthèse ici, il faut soit que la proportion des femmes soit supérieure à celle des hommes, soit que le taux de personnes sans emploi soit inférieur à 5,1%. Donc si on regarde ici c'est pas supérieur à 0,5, ici non plus. Par contre, le taux de personnes sans emploi ici est bien inférieur à 5,1%, à 0,051. Ici aussi. Alors, seulement ici ça va être supérieur. Or, la proportion de femmes est bien supérieure à celle des hommes. On est à 55%, 0,55. Donc voilà pour cette vidéo sur l'utilisation des parenthèses avec des opérateurs logiques pour créer des conditions plus complexes et plus précises. Donc maintenant, ça va être à vous de jouer, voir si vous avez compris ces multiples conditions. Du coup, je vous ai concocté un petit test, qui ressemble à ça. Donc, vous allez trouver les majors qui ont les critères suivants. Tout d'abord, la catégorie major, la colonne major, c'est la catégorie, sera business, arts ou health. Et les diplômés ayant un emploi, employed, seront supérieurs à 20 000. Ou, d'accord, notez bien le ou le taux de personnes sans emploi, unemployment rate, sera inférieur à 5,1%. Nous nous intéressons aux colonnes suivantes, dans l'ordre major catégorie, employed et unemployment rate. Aucune limite de résultat. Bon courage à vous. Je vous invite vraiment à mettre la vidéo sur pause tout de suite. Et moi, je vais tout de suite attaquer une solution. Donc, select, on va rester en minuscule, from, where, point virgule. Alors, le select, major, virgule, ensuite major-catégorie, virgule, employed, virgule, unemployment-rate. From, toujours recent-rate, et where. Donc la première condition, c'est celle-ci, qui équivaut à la condition 1 de ce qu'on a vu tout à l'heure. Condition 1 qui va être assez longue, parce qu'on va prendre soit business, soit art, soit else. Donc major-catégorie égale, tout d'abord, business, or, major-catégorie égale art, or, major-catégorie égale health. Voilà. On va aller à la ligne. Where, et du coup il y a un and maintenant pour la deuxième partie, la deuxième condition. Cette deuxième condition comprendra deux conditions. Que le diplômé ayant un emploi, donc employed, soit supérieur à 20 000. Donc, parenthèse, employed supérieur à 20 000. Et or, unemployment rate inférieur à 5,1%. Donc, unemployment rate inférieur à 0,051. Voilà, ça me paraît pas mal. On va copier et tester ça dans DB Browser. Donc, nouvel onglet SQL, CTRL V, F5. Et on vérifie, on a bien dans la catégorie Major, Business, Arts. Donc, on n'a même pas de Health. Ah, j'ai pas mis de majuscule à health. Cette fois-ci, on a bien des health. Ok. Ensuite, vérifions nos critères suivants. Employed, supérieur à 20 000. Ici, il n'est pas supérieur à 20 000. Par contre, le taux de personnes sans activité est bien inférieur à 0,051. Ici, il est supérieur. Ici, il n'est pas supérieur, mais le taux de personnes sans activité est bien inférieur à 0,051. Voilà, vous pouvez vous amuser à vérifier chaque critère, mais normalement, c'est tout bon. Donc, c'est terminé pour cette vidéo sur les parenthèses appliquées à nos opérateurs logiques pour créer des conditions plus complexes, de multiples conditions. Et dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer une nouvelle commande qui va permettre de trier les résultats. Donc, par ordre décroissant, croissant, etc. A tout de suite.
voir comment trier les résultats par ordre croissant, par ordre décroissant. Donc par défaut sur dbbrowser, dans cette table recent grades, on se rend compte que la colonne index est rangée et triée par ordre croissant. Donc à savoir du plus petit au plus grand. De même que la colonne rank. D'accord. Donc délibérément les données ont été ajoutées dans l'ordre croissant de la colonne rank. D'accord. De 1 au dernier rang de nos majors. Mais on pourrait trier différemment. On pourrait trier sur les lettres, donc ça serait par ordre alphabétique. On pourrait trier sur la colonne totale. Donc pour cela, il existe une commande SQL. C'est la commande order by. Donc pour l'utiliser, nous devons spécifier une colonne et l'ordre que l'on souhaite, donc croissant ou décroissant. Donc on aurait, dans l'ordre, on aurait ASC pour ordre croissant, c'est-à-dire ascending, ascendant, croissant, ou DESC pour descending, descendant, donc par l'ordre décroissant. Pour tout ce qui est des lettres, donc ça serait l'ordre ascending, ça serait l'ordre alphabétique, donc de A à Z, et descending, ça serait l'ordre alphabétique inverse, donc de Z à A. Donc ça c'est la syntaxe, donc on va regarder plus en détail sur une requête SQL classique. Donc ça serait select, col 1, virgule, col 2, virgule, 3 petits points, from une table, order by, col 1, donc ça c'est la colonne qu'on choisit, c'est col 1, et là on pourrait dire ASC par exemple, pour ordre croissant. Donc si on utilise ASC, donc c'est pour ranger les éléments de la colonne 1 du plus grand au plus petit. Donc je vous écris une requête sur le cas de notre table recent grades. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la colonne employ et on va la ranger dans l'ordre croissant et on va limiter à 10 résultats. Donc finalement on va avoir les 10 premiers résultats. Select from order by et limite point .lu. Select donc colonne employed from recent grade order by employed ASC limite 10. Donc cette requête devrait envoyer les 10 petites valeurs de la colonne employed. On va tester. Exécuter SQL, nouvel onglet SQL, CTRL V, F5. On obtient employed 0,559. On va vérifier sur employed ici. D'accord, donc on voit que déjà cette valeur elle est supérieure, et des très grosses valeurs. Et du coup on a bien rangé et affiché donc, les 10 petites valeurs de la colonne employed. Voilà, c'est tout pour la commande order by, donc c'est pas compliqué, mais pour valider tout ça, vous allez faire un petit exercice, et vous allez donc retourner les 10 valeurs de la colonne major dans l'ordre inverse alphabétique. Voilà, je vous laisse mettre la vidéo sur pause et je vous laisse essayer tout ça. Donc, comment on va faire? Select, toujours select from order by, on va limiter à 10, point virgule. Donc select, colonne major, from recent grades, order by, donc ouais, c'est la colonne major qu'on va trier, pareil, colonne major, dans l'ordre inverse alphabétique, donc des. Et on limite à 10. On copie-colle notre requête, nouvel onglet SQL, CTRL V, F5, et on commence bien par la lettre Z, zoologie, et on affiche bien donc, les résultats par ordre alphabétique mais inverse. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur le tri des résultats avec la commande order by. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment trier plusieurs colonnes en même temps. A tout de suite. SQL nous permet aussi de spécifier l'ordre à partir de plusieurs colonnes. On peut donc utiliser la commande order by avec deux colonnes ou plus, et s'il y a égalité entre deux valeurs de la première colonne, alors elles vont être départagées à l'aide de la deuxième colonne, voir si la deuxième colonne c'est toujours égale avec la troisième colonne, et etc. Je vais vous montrer un syntaxe avec deux colonnes, dans lequel on trie des valeurs à l'aide de deux colonnes, donc ça donnerait select, donc là on affiche des colonnes, donc on peut en afficher autant qu'on souhaite, from, donc une table, et là, ce qui nous intéresse donc, order by, on a dit qu'on allait trier par rapport à deux colonnes, donc colonne numéro 1 et colonne numéro 2, mais comme dans la vidéo précédente, on doit spécifier l'ordre croissant ou décroissant par rapport à laquelle on va trier, ranger notre colonne 1 et 2. Donc là on va dire ascendant et ascendant, donc dans les deux cas on va trier de façon croissante. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va bien afficher toutes nos colonnes en triant par rapport à la colonne 1 de façon croissante, mais dans le cas où 2, 3, 4 ou plus de valeurs de la colonne 1 sont égales, alors on regarde la colonne 2 et ces valeurs-là on va les trier entre elles par rapport à la colonne 2 et de façon croissante. Donc ça peut être très utile quand on travaille avec des noms de personnes, ça donne bien de trier par nom de famille, et si on a deux ou plusieurs noms de famille qui sont les mêmes, on va pouvoir trier ces quelques noms de famille égaux équivalents par rapport à une colonne prénom. Donc je vais pas vous montrer d'exemple pour l'ordre de résultats sur plusieurs colonnes, mais vous allez avoir tout de suite un cas pratique. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire une requête qui classe les catégories des majors, donc la colonne major-catégorie, dans l'ordre croissant. Puis, donc dans le cas où il y a des catégories majors qui sont équivalentes, on sait qu'il y en a, puis vous allez donc trier par salaire médian, donc la colonne médiane, dans l'ordre cette fois-ci décroissant, les plus grands aux plus petits, vu que c'est des nombres. Ensuite, donc, vous allez afficher les résultats des colonnes suivantes, dans l'ordre major, catégorie, médiane et major, et vous limiterez les résultats trouvés aux 20 premiers. Voilà, je vous souhaite bon courage, mettez bien la vidéo sur pause, et moi en attendant, je vais proposer la solution. Donc, select from order by limit. Donc on a dit qu'on sélectionnait les colonnes major catégorie, médiane et major. From recent-grades, order by, tout d'abord, première colonne major catégorie, dans l'ordre croissant, d'accord, ici. Donc ASC, virgule, cette fois-ci, en deuxième lieu, on trie par rapport à une deuxième colonne qui est la colonne salaire médian, donc la colonne médiane, et dans l'ordre décroissant. Ce qui donne médiane, DESC, et on limite nos résultats 20 premiers, donc limite 20. On va tester cette requête directement depuis dbbrowser, CTRL-C, CTRL-V, F5. Donc voici les résultats, donc 20 résultats, comme demandé, et on affiche bien les trois colonnes major catégorie, médiane et major. Alors elles sont triées tout d'abord par catégorie major, donc on regarde agriculture, arts, d'accord, AG, AR, donc ça c'est correct, et ensuite on passe au B. Donc ça pour l'instant c'est correct. Donc on voit que les 10 premiers résultats sont équivalents. La catégorie major, c'est la même. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit, s'il y a égalité, alors en second lieu on trie par rapport à la colonne médiane et de façon décroissante, donc du plus grand au plus petit.
vérifions. Donc pour les 10 premiers résultats de la catégorie major agriculture, on commence bien à 53 000, on décroît 40 000, 40 000, 40 000, 35 000, on décroît jusqu'à 29 000. On arrive à Arts, du 11 au 18e, ou à la 18e ligne, c'est l'équivalent à la catégorie major Arts. Et on reprend le plus haut salaire médian et on décroît. Voilà, donc c'est possible de le faire avec plusieurs colonnes, plus que deux. Là on aurait pu par exemple, ici on voit qu'il y a égalité sur la deuxième colonne médiane, 40 000. On aurait pu faire finalement trier par ordre alphabétique sur la colonne major, d'ailleurs vous pouvez essayer. Ce qui nous aurait placé, par exemple, General Agriculture en 3e position ici. Et celui-ci il aurait fallu le départager entre les différents chiffres ici. Donc cette section sur les opérateurs logiques et l'ordre des résultats est maintenant terminée. Et dans la prochaine, vous allez avoir l'occasion de pratiquer tout ce qu'on vient de faire. Ciao ciao. Des requêtes pour récupérer les données souhaitées. Pour valider vos acquis, voici une section dans laquelle vous allez seulement pratiquer. Toujours sur la même table, vous allez écrire des requêtes un peu plus complexes et variées. Je vous souhaite bon courage pour ce challenge et je vous invite à poster vos questions si besoin. Dans cette vidéo, vous allez écrire une requête qui récupère les 20 premières lignes de la table avec seulement les colonnes suivantes dans l'ordre college-jobs, median et unemployment-rate. Donc je vous invite à mettre la vidéo sur pause et dès que vous avez fini, vous pouvez visionner la correction. Donc pour la correction, ça donnerait select from limit, rien de plus, point virgule. Donc on va afficher dans l'ordre les colonnes suivantes college, jobs, virgule, median, ok, rate, et on vérifie toujours sur TP Browser, ce qui donne donc bien nos 3 colonnes college jobs, median, unemployment rate, de la table recent job rate, et on se limite à 20 résultats. Voilà, c'est terminé pour ce premier exercice. À tout de suite. Donc dans cette vidéo, vous allez travailler une autre commande qu'on a vue précédemment. Donc la question, ça va être, et vous allez devoir écrire une requête qui retourne les 5 premières lignes des majors art. Et vous afficherez seulement la colonne major. Donc je vous invite, comme pour la vidéo précédente, à mettre sur pause et à bien visionner la correction que vous aurez finie. Donc la commande en question, qui n'était pas présente dans la vidéo précédente, c'est la commande where, qui va permettre de filtrer sur et d'afficher seulement les majors art. Donc ça donnerait select et limit point from recent qui va falloir filtrer sur les major catégories égale arts. Un nouvel onglet. Et alors, si on souhaite voir, mais normalement il n'y a pas de souci, et on se rend compte qu'on a affiché les 5 premiers résultats de Don't Just. Voilà. Et on va encore. Dans ce troisième élément. Donc ce que vous allez faire, c'est salaire médian inférieur ou égal à 50 000 ou qui ont un taux de personnes sans emploi supérieur à 6,5%. Donc si vous vous souvenez pour les compléments, tu vas trouver le résultat. Donc, pas besoin de la rate, where, donc première catégorie, et elle va être différente de l'intitulé engineering. Donc si vous vous souvenez des opérateurs de comparaison, on avait supérieur, inférieur, égal et différent. Différent, c'est point d'exclamation égal, entre guillemets, avec un salaire médian inférieur ou égal. Ou, donc or, on va aller maintenant, médiane. Donc si on veut vérifier le genre catégorie, juste pour voir, et si on scrolle un peu, on se rend compte qu'on n'a pas de engineer. Et la deuxième condition nous dit que si soit le salaire médian est inférieur de taux de personnes sans emploi vrai, donc ça veut dire que c'est la colonne. C'est terminé pour le troisième exercice, et il nous en reste encore un. À tout de suite. Voilà, vous êtes maintenant au dernier exercice, et il ne vous reste plus qu'une commande à pratiquer, une commande qu'on a vue très récemment. Donc ce que vous allez faire pour la pratiquer, c'est que vous allez retourner les 20 premières majors dans la catégorie différente d'engineering, et vous allez trier les résultats dans l'ordre anti-alphabétique. Voilà, je vous laisse mettre la vidéo sur pause, et moi je vous propose la solution. Donc on commence toujours la notation select from where et order by. C'est cette commande que je voulais vous faire travailler dans ce dernier exercice. Limit, point. Donc select, on va afficher seulement les majors, from recent grade, where. Donc le where c'est un filtre sur les catégories différentes d'engineering. Major-catégorie, différent, point d'exclamation égal, engineering, limité à 20, et la dernière commande, order by, on va trier les résultats dans l'ordre anti-alphabétique, donc c'est sur la colonne major, et anti-alphabétique, donc descending, D-E-S-C. Voilà, ça me paraît pas mal. CTRL-C, nouvel onglet. Donc si par rapport à l'énoncé vous avez trouvé d'autres choses, c'est pas grave. L'idée c'est vraiment de pratiquer, c'était surtout de pratiquer sur l'ordre by. Donc ce qu'on a vu dans ces différents exercices, c'est le select, le from, le filtre where,
order by, les opérateurs logiques et comment limiter le nombre de résultats. Voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez compris ça, vous pouvez passer à la suite, à la section suivante. Donc qu'est-ce que ça donne ce résultat? Ça nous donne donc les majors. Donc, normalement, il n'y a pas de catégorie major qui est engineering, on va pas vérifier, mais ça marche. Et on a trié donc, toutes les majors à ordre anti-alphabétique. Donc ça part de Z jusqu'à A. Et on a affiché 20 résultats. Voilà. Donc j'espère que vous avez réussi tous ces exercices. Donc pour ce challenge, en tout cas, c'est terminé. Donc si vous avez eu aucun souci pour le faire, vous pouvez passer à la suite. Sinon, n'hésitez pas à revisionner les vidéos, c'est important. En tout cas, dans la prochaine section, nous allons voir comment questionner une base de données SQLite, et cette fois-ci avec Python. A très vite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle section. Dans les précédentes vidéos, nous nous sommes concentrés sur l'exploration de la syntaxe SQL pour récupérer des données. Dans cette nouvelle section, nous allons découvrir comment interagir avec une base de données SQLite en Python. L'intérêt, c'est de travailler avec les données extraites d'une base de données sur un workflow Python, permettant de manipuler et préparer la data. Nous pouvons interagir avec une base de données SQLite de plusieurs façons, à travers le module Python SQLite que nous allons aborder dans les vidéos suivantes, à travers la commande SQL que nous aborderons plus tard dans la formation, ou encore avec des logiciels graphiques tels que DB Browser SQLite vu précédemment. Bon courage à tous! Tous, dans cette vidéo, nous allons voir les différents moyens pour écrire un script en Python. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à installer Python. Donc le moyen le plus simple, c'est d'installer Anaconda, car ça comprend la situation de Jupyter Notebook qu'on utilisera plus tard, et Python. Donc sur cette page, vous pouvez cliquer sur Anaconda, Download Anaconda, et que vous soyez donc sous Windows, Mac ou Linux, vous pouvez l'installer. Donc choisissez votre environnement, et je vous conseille d'installer Python 3.6, au moins une version supérieure à 3. Donc une fois que c'est fait, je vais vous montrer comment écrire des scripts en Python. Donc je vous invite à ouvrir votre commande, et sur votre commande, vous allez taper Python. Voilà, donc on voit qu'on a la version Python 3.6.a depuis Anaconda 4.4. Et là, si on veut taper notre premier script Python, on pourrait écrire print, entre parenthèses, guillemets, hello world, on ferme le guillemet, on ferme la parenthèse, entrée, et ça affiche immédiatement hello world. Donc on utilise la fonction print qui affiche du texte, qu'on met entre guillemets. Donc ça c'est notre premier moyen d'écrire un script en Python, donc on va cliquer en tapant quit entre parenthèses. On a un deuxième moyen, ça va être de retourner sur un éditeur de code, donc pour ma part c'est du texte. À la place d'SQL ici, on va se positionner en Python, et on va taper la même chose, print, hello world. Je vais sauvegarder, je vais aller dans mon bureau, j'écris un dossier formation, et je vais sauvegarder ici. Ensuite je retourne sur ma commande, et on va taper la commande ls pour voir à peu près où on est, et j'ai sauvegardé mon fichier dans le bureau, donc desktop, donc je vais taper cd desktop pour me rendre dans... Donc là si je tape ls, j'ai bien mon dossier formation, donc cd formation, et normalement là j'ai mon fichier. D'accord, je l'ai laissé en untitled, bon c'est pas grave. Donc j'ai jobs.db, c'est la base de données qu'on a utilisée dans les vidéos précédentes, et j'ai untitled.py pour Python, c'est le fichier que je viens de créer. Donc là, pour exécuter un fichier Python, je tape Python et le nom du fichier, donc untitled.py. Et c'est exact, ça exécute tout le code, fichier interne, fichier untitled.py. Ensuite, la troisième méthode qu'on va énormément utiliser dans cette formation, c'est le Jupyter Notebook, que j'adore, d'accord, très agréable pour faire des scripts Python. Alors, pour le lancer, il suffit de taper Jupyter Notebook. Ça se lance directement depuis Google Chrome. Donc là, j'ai lancé sur ma commande, j'étais déjà dans le fichier formation. Donc je vois immédiatement les fichiers qui sont présents dans ce dossier. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir, créer pardon, un nouveau fichier, un notebook, new. Je fais une version, et voilà, pour autant, un Jupyter Notebook, je vais faire la même commande, et là, si je tape Entrée, je vais à la ligne, d'accord? Pour exécuter une ligne, je tape sur Shift plus Enter, et ça fait bien Hello World. Donc l'intérêt de Jupyter Notebook, c'est que c'est ultra simple à lancer, à mettre en place, et c'est ultra simple d'écrire des scripts Python dessus. Et l'avantage, c'est qu'on peut aussi se mettre en Markdown, plutôt que d'être en code, on peut se mettre en Markdown ici. Et en Markdown, en utilisant les dièses, je vais pouvoir séquencer mon travail avec des titres, d'accord? Un gros titre. Donc titre 1, donc Shift Enter, et vous voyez, ça me fait un titre, et là je vais pouvoir continuer à écrire des scripts Python, travailler, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ainsi de suite, et plus loin, je peux utiliser du Markdown. Donc soit j'utilise mon menu déroulant Markdown, je le passe en Markdown, soit en étant sur la cellule, je tape échappe, M, donc là on voit que ça s'est tout de suite passé en Markdown, entrée pour remettre sur la cellule, et je vais faire un titre sous-titre, d'une taille différente. Sous-titre. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo de présentation de tous les outils qu'on a à notre disposition pour écrire des scripts Python. Dans les prochaines vidéos, on va comment se connecter à une base de données SQLite à l'aide de Python. A tout de suite.
allons voir comment nous connecter à une base de données à l'aide de Python. Donc pour cela, nous avons un module qui s'appelle SQLite 3 qui est déjà installé sur Python, donc pas besoin d'installer une librairie supplémentaire. Et pour importer cet environnement, on utilise la commande import SQLite 3. Un peu plus grand. Voilà. Import SQLite 3, donc Shift plus Enter. Et là, votre librairie SQLite 3, elle est importée dans notre environnement de travail. Donc une fois que le module est importé, nous pouvons nous connecter en utilisant la fonction connect de cette librairie. Donc connect. Et cette fonction connect, elle requiert un seul paramètre, et ce paramètre c'est le fichier de la base de données où nous souhaitons nous connecter. Donc un fichier SQLite. Nous on va rentrer en paramètre le fichier jobs.db. Pour l'instant c'est le seul fichier SQLite qu'on a. Donc la fonction connect, elle va retourner une instance de connexion qui maintient la connexion à la base de données. Et ça va nous permettre d'écrire des requêtes et finalement d'afficher ou d'ajouter des données dans la base de données SQLite. Donc là, la requête complète de connexion, ce serait SQLite 3, car c'est la librairie, point, et on utilise la fonction de cette librairie, point, connect, et entre parenthèses, dans la parenthèse, on mettra le fichier jobs.db. Donc, ça nous donne, entre guillemets, jobs.db. Donc, là, on pourrait taper sur Shift plus Enter. Donc, on voit qu'on est connecté. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'assigner à une variable qu'on va appeler connection égale SQLite3.connect, le tout dans paramètre jobs.db. Donc, dès qu'on aura besoin d'exécuter une requête ou autre, on utilisera cette variable connection. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur la connexion à une base de données. Dans la prochaine, on va voir comment exécuter notre première requête SQL sur Python. A tout de suite. Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment exécuter notre première requête SQL sur Python. Donc avant de voir tout ça, j'aimerais qu'on revienne sur un élément de la vidéo précédente. Donc j'ai commis une petite erreur, c'est qu'en voulant me connecter à la base de données qu'on a déjà utilisée précédemment pour nos premières syntaxes SQL, je me suis trompé dans l'intitulé de la base de données, c'était pas job, mais jobs avec un S. Donc, si vous avez suivi comme moi et exécuté cette commande, le résultat c'est que dans notre dossier formation, ça a créé automatiquement une base de données job.db, donc qui est vide, 0 octet, et alors que moi je voulais qu'on se connecte à cette base de données jobs.db, sur laquelle on a déjà travaillé. Donc qu'est-ce que ça enseigne? Ça enseigne que, en exécutant cette méthode connect de la librairie SQLite 3 avec une base de données qui n'existe pas, automatiquement ça la crée. Donc ce qu'on va faire pour corriger, c'est qu'on va taper à la place jobs.db et on va exécuter Shift plus Enter. Donc voilà, maintenant on peut revenir à l'objectif de cette vidéo, donc c'est exécuter une requête SQL sur Python. Alors avant d'exécuter une requête, nous avons besoin d'utiliser un curseur de la classe cursor. Je vais en commentaire, cursor. Donc, ça va nous permettre d'exécuter une requête auprès de la base de données, ce curseur. Il va nous permettre aussi d'analyser les résultats de la base de données. Il va nous permettre de convertir les résultats en objets Python. Et enfin, il nous permet de stocker les résultats dans une variable locale. Donc après avoir exécuté la requête et converti les résultats en liste de tuples, l'instance du curseur stocke la liste en tant que variable locale. Donc voyons voir ce qu'est un tuple. Donc un tuple, c'est une structure que Python utilise pour représenter une séquence de valeurs, un peu comme une liste. Donc si vous avez déjà suivi une formation Python, ou alors si vous avez toutes les notions suffisantes pour Python, toutes les bases, une liste, ça va s'écrire comme ça, liste égale entre crochets. Et vous allez pouvoir mettre des éléments dans cette liste. Voilà, donc ça c'est une liste. Et nous, dans notre cas, on va travailler avec des tuples. Donc un tuple, à la différence d'une liste, c'est que chaque élément de ce tuple sera non modifiable. Alors qu'une liste, je peux modifier chaque élément, en ajouter comme je le souhaite. Donc pour créer un tuple, ça ressemble à une liste. Donc c'est égal. Et cette fois-ci, on va les mettre entre parenthèses. Donc ça c'est un tuple, contrairement à une liste qui est entre crochets. Donc là, ce que je vais rajouter un commentaire. Donc c'est ici un tuple vide, sans aucun élément. On va créer un deuxième tuple, donc du même nom, ça va le remplacer. Et cette fois-ci, on va lui mettre des valeurs. Pomme, banane. Voilà. Donc là, mon tuple est créé avec deux éléments, pomme et banane. Et si je crée une variable Apple et que je veux, à l'intérieur de cette variable, récupérer une des valeurs de mon tuple, par exemple la première, donc ça va être l'index 0, d'accord? Ça va être la position 1 de mon tuple, c'est l'index 0. Et si je veux afficher ma variable Apple, donc print Apple, ça affiche bien pomme avec le premier élément de mon tuple T. Je pourrais faire pareil avec banane. Et donc égal à T, crochet, index 1, donc c'est la position 2. Et si j'affiche ma variable banana, ça écrit bien le mot banane. Donc là, pourquoi utiliser des tuples plutôt que des listes? L'intérêt, c'est que les tuples sont plus rapides que des listes. Donc pour de grandes bases de données, c'est un peu notre objectif, ça nous arrange complètement. Donc maintenant, regardons comment utiliser le curseur pour exécuter des requêtes SQL. Donc la méthode, c'est la méthode cursor qu'on a vue, enfin qu'on n'a pas encore vue d'ailleurs. Donc on va utiliser la méthode cursor sur l'instance de connexion, donc connection, qui est créée ici, et ce qui va nous donner cursor égale connection.cursor. On exécute ce code, et dans l'exemple suivant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire notre première requête SQL. Donc on est toujours sur la table recent grades, et on va enregistrer dans la variable query notre requête SQL. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur DB Browser et qu'on continue à écrire nos requêtes SQL, soit sur Sublime soit directement sur l'éditeur du logiciel DB Browser for SQLite. Donc là, la requête qu'on va écrire, c'est une requête finalement qui affiche toutes les colonnes de la table recent grades. Donc je sais pas si on l'avait vu, peut-être pas. Pour afficher toutes les colonnes, on utilise l'étoile. Donc ça nous donne select étoile, plutôt que de spécifier les colonnes qu'on désire. On affiche étoile et ça affiche toutes les colonnes. From, recent, et toujours le point virgule. Donc si je tape F5, ça va afficher toutes les 13 colonnes de ma table recent grades et les 173 lignes de ma table. Donc on va copier cette requête SQL, et maintenant il va falloir l'exécuter sur Python. Donc on retourne sur notre fichier Jupyter Notebook, et on va taper donc query pour requête égale, et là ça va être une chaîne de caractères, donc entre guillemets, on colle cette requête SQL qu'on vient de tester sur DB Browser. Donc on va rajouter un commentaire, donc là c'est requête SQL qu'on assigne à la variable query en tant que chaîne de caractères. Ça sera toujours en tant que chaîne de caractères.
donc chaîne de caractères qui est aussi en anglais le string. Voilà, on exécute cette ligne de code. Donc maintenant il va falloir exécuter cette requête SQL, donc on a enregistré la variable query, donc on va pouvoir exécuter directement le mot-clé query et la variable. Donc là on utilise le cursor, ça va être cursor.execute, entre parenthèses, la variable de la requête SQL query. On va ajouter un petit commentaire. Donc ici ça exécute la requête SQL située dans la variable query. Et c'est ce curseur, convertit les résultats en tuple. Donc on a vu précédemment que c'était des tuples. Alors, je vais la ligne plutôt. Mince. Je vais faire juste entrer. Et convertit donc les résultats en tuples et les stocke dans une variable locale. Donc quand je dis variable locale, c'est qu'on ne la voit pas vraiment, mais elle tourne en arrière-plan, si vous voulez. Donc là, j'exécute. Voilà, c'est déjà fait. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est récupérer les résultats de cette variable locale. Donc on va créer une variable, results, égale, et cursor, point. On va utiliser la méthode fetch all. Donc fetch qui est l'anglais chercher, aller chercher. Donc aller tout chercher, on va récupérer toutes les données de cette requête SQL, fetch all, et situer dans la variable locale. Donc juste pareil, ajouter un commentaire. Donc résultat, bon, on peut chercher tous les résultats qu'on a récupérés sous la forme d'une liste de tuples. D'accord, il y a deux mots, liste et tuples. Une liste de tuples et qu'on assigne à la variable result. Donc shift enter. Donc qu'est-ce que c'est une liste de tuples? Ça va être list of tuples, ça va être égal. Donc des crochets, et au sein de ces crochets, il va y avoir des tuples. Donc 1, 2, 3, ça c'est mon premier tuple, virgule, le deuxième élément de la liste, un deuxième tuple, était printemps, etc. Donc un tuple de 2 éléments, le premier tuple c'est 3 éléments, etc. Donc ça va être une liste de tuples. Je vais mettre en commentaire, on n'a pas besoin, c'est juste pour que vous compreniez. Voilà. Et enfin, maintenant qu'on a récupéré toutes les données de notre requête SQL dans la variable results, on va afficher ces résultats. Donc on va pas tous les afficher parce qu'on a vu sur DBGuessr que c'est quand même 173 lignes et 13 colonnes, donc c'est quand même énorme. Donc ça va être des tuples de 13 éléments et il va y avoir 173 tuples, ça va être l'enfer. Donc on va afficher que 5. Donc on va utiliser la fonction print results et pour afficher que certains éléments de mon tuple, on met entre crochets, on va afficher de 0 à 5, donc ça va afficher le tuple d'index 0, donc position 1, au tuple d'index 4, donc la position 5. Shift under. Et là j'ai ma liste qui commence par un crochet, elle se termine ici par le crochet, mon premier tuple avec 13 éléments. Ici il y a virgule mon deuxième tuple, ici mon troisième tuple, mon quatrième tuple et le dernier, le cinquième tuple ici. Donc il y a des données que vous allez reconnaître, hein, notamment les major catégories ici, les majors ici, le total ici et d'autres valeurs qu'on a vu précédemment. Donc ce que vous devez retenir, je vais essayer de tout placer à l'écran. Voilà, à partir du curseur, c'est parfait. Donc ce que vous devez retenir, c'est qu'on a besoin de se connecter à la base de données jobs.db avec la méthode connect, c'est ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Donc on utilise la librairie SQLite 3 et la fonction connect. Ensuite on applique la méthode cursor à cette variable de connection qu'on a créée donc avant. On écrit notre requête SQL. Donc moi j'aime bien écrire sur un autre éditeur de code et tester tout de suite ma requête sur DBGuessr, je trouve ça intéressant. On l'écrit et on assigne une variable query ou n'importe quel nom de variable. Vous la mettez entre guillemets car c'est une chaîne de caractères. Ensuite on applique la méthode execute sur le curseur avec en paramètre la requête SQL. Donc on a fait ça ici, cursor.execute entre parenthèses en paramètre query, qui est notre requête SQL. Et enfin on applique la méthode fetch all ici même sur notre curseur, donc ça va l'appliquer sur la variable locale qui comprend tous les tuples. Et ça va permettre d'aller chercher tous les résultats et enfin on les affiche avec la fonction print. Bon, c'est un peu compliqué pour commencer, hein. Donc essayez bien de relire, de digérer, d'écouter. Et ce que je vous propose tout de suite, c'est de travailler sur un cas pratique. Donc soit vous le faites tout seul, vous essayez, soit vous suivez bien ma correction. Donc, ce cas pratique, il y a un énoncé, et cet énoncé, donc, il nous dit écrire une requête qui retourne toutes les valeurs de la colonne major depuis la table recent-grace. Stocker les résultats, liste de tuples, et assimiler à la variable majors. Enfin, afficher les 5 premiers tuples résultats de notre variable majors obtenus juste avant. Donc, soit vous mettez sur pause, soit vous me suivez tout de suite lors de la correction. Donc, là je suis sur un autre Jupyter Notebook, donc je dois forcément importer ma librairie SQLite 3. Je vais créer une instance de connexion, je vais l'appeler le même nom que tout à l'heure, connection, égale SQLite 3, ma librairie SQLite 3, auquel j'applique la méthode connect sur, cette fois-ci, ma base de données jobs avec rs.db. Voilà, je crée mon curseur, égale connection, donc sur mon instance de connexion, j'applique la méthode cursor. Voilà. Donc ensuite, il va falloir créer notre requête SQL. Donc on peut créer une variable query, c'est très bien. Query égale. Et là, comme je vous dis, j'aime bien aller sur DBGuessr pour tester. Donc ça va être select. On a dit qu'on voulait sélectionner la colonne major from recent-grade, point virgule. Donc finalement, ça on sait bien le faire. On a beaucoup pratiqué sur les précédentes sections. Donc on a tous les éléments de la colonne major. Je vais copier cette requête SQL et la coller dans une chaîne de caractères assignée à ma variable query. Donc CTRL V. Très bien. Ensuite, je vais créer une variable qui va récupérer les résultats. Et je vais tout appliquer d'un coup. Majors, c'est un petit raccourci, égale cursor.execute, en paramètre ma variable query et la requête SQL, et j'applique tout de suite sur le résultat la méthode fetch all, entre parenthèses, et j'affiche mes résultats, donc on va afficher, on a dit qu'on en affichait 5, ok, on va afficher 5, donc majors, crochet, de 0 à 5. Et cette fois-ci, contrairement à notre précédent exemple où on avait les éléments des 13 colonnes de notre table recent-grade, cette fois-ci on a bien exécuté cette requête SQL, à savoir les éléments de la colonne major, et vu qu'on en a affiché 5, on a bien 1, 2, 3, 4, 5 tuples, qui sont les éléments
de notre colonne major. Donc voilà, c'était un peu compliqué, un peu long, mais essayez bien de revisionner, d'essayer d'assimiler ce que j'ai fait. Donc c'est terminé pour cette vidéo, et dans la prochaine, on va voir comment chercher un certain nombre de résultats. Donc ça doit vous rappeler des choses sur les syntaxes SQL qu'on a vu dans les vidéos précédentes. A tout de suite. Vidéo, nous allons voir comment chercher un certain nombre de résultats via Python. Sur SQL, on avait la commande limite qui nous permettait de limiter le nombre de résultats au nombre n qu'on indiquait après la commande limite. Là, sur Python, on vient de voir la méthode fetchAll qui nous permet justement d'aller chercher toutes les données de notre requête SQL. Il y a deux autres méthodes en Python qui sont les méthodes fetch one, donc va chercher un seul, contrairement à all pour tous, et fetch many, avec en paramètre n. N, c'est le nombre d'éléments qu'on va aller chercher justement. Donc c'est notre curseur qui va aller chercher ces éléments, donc soit fetch one va en chercher 1, fetch many 5 il va en chercher 5, et du coup, chaque instance du curseur contient un décompte interne qui s'incrémente à chaque fois qu'on récupère des résultats. Donc ça veut dire que quand nous appelons la méthode fetch1, cela retourne un seul résultat et incrémente le décompte de 1. Ça ajoute la valeur 1. Cela signifie que si on utilise de nouveau cette méthode fetch1, cela retournera le deuxième tuple, et ainsi de suite. Donc si juste après ça on utilise la méthode fetchMany 5, ça va afficher du troisième tuple au huitième tuple. À chaque fois ça démarre à la position actuelle du curseur. Donc je vais vous montrer un exemple. Sur cet exemple on va faire une requête qui retourne les colonnes major catégorie de la table recent great. Donc tout de suite je vais aller sur DB browser pour écrire cette requête. Donc ça on l'aura visuellement, c'est pas mal. Donc select major category from recent-great. Point virgule. Donc on va l'appliquer, l'exécuter. Donc là on a bien 73 lignes. Donc on pourra, vu qu'on va tester nos deux méthodes fetch1 et fetchMany, on retournera regarder les premières valeurs pour bien comprendre le mécanisme. Donc je vais copier cette requête SQL. Et du coup on va prendre l'habitude, ou du moins pour le début, à chaque fois de refaire la méthode de connexion. Donc j'importe SQLite 3, je crée une instance de connexion avec la méthode connect de la librairie SQLite 3. Connect notre base de données jobs.db. On crée une instance du cursor égale connection.cursor. On crée une requête, une variable query qui va contenir en chaîne de caractères la requête SQL. C'est là je vais la coller, CTRL-V. Ensuite cursor.execute query. Voilà, jusqu'à là, normalement c'est clair. Et maintenant on va utiliser cette nouvelle méthode fetch1 et fetchMany. Donc là je vais exécuter Shift Enter. Alors j'ai écrit split, ok. SQLite, Shift Enter. Et ensuite je vais créer une variable qui va récupérer un résultat en tuple, donc je vais l'appeler first result. Donc vous doutez qu'on va utiliser la méthode fetch1 égale donc cursor.fetch1. On va créer un deuxième variable, ça va être second-result égale cursor.fetch1. Ça va nous montrer que le curseur se déplace. Et on va tout de suite afficher les résultats, donc print first-result, print second result. Shift Enter. Donc là on a affiché deux tuples, donc normalement il y a le premier résultat, le second résultat. Donc ça affiche, d'après la requête SQL, ça affiche le premier élément de la colonne major et le premier élément de la colonne major de la catégorie. Donc là on a ingénierie pétrole et allons vérifier. D'accord, donc on voit bien que fetch1 pour le premier résultat a affiché celui-ci, le curseur s'est déplacé en position 2 et si on rappelle la méthode fetch1, il nous cherche le deuxième élément. Donc on va tester aussi la méthode fetchMany. Donc on va tester fetchMany avec n égale 5. Donc on devrait ici n égale 5, le curseur devrait aller chercher 5 éléments. Et 5 éléments normalement à partir de l'élément 3, car notre curseur il a déjà affiché le premier et le deuxième élément. Donc on va l'appeler next 5 results. Égale donc cursor.fetchMany entre parenthèses 5. Et on va l'afficher, ça fait pas mal. Print next-5-result. Shift Enter. Donc ça commence à normalement l'élément 3 qui est ingénierie de la métallurgie, ensuite architecture navale, jusqu'à sciences actuarielles. Alors on voit tout ça. Le troisième élément c'est bien la métallurgie. Donc normalement il nous a donné les 5 prochains éléments. Donc architecture navale le quatrième, et ça finit par sciences actuarielles. Donc voilà comment marche ces deux méthodes fetch1, fetchMany, avec un nombre. Et dans la vidéo précédente on a vu fetchAll, lui qui récupère, qui va chercher toutes les données, il s'en met pas. Donc c'est terminé pour ces deux méthodes. Maintenant dans la prochaine on va voir un élément important, c'est comment stopper la connexion à une base de données, ce qui peut être intéressant. A tout de suite. Cette vidéo nous allons voir comment arrêter la connexion à la base de données. Il faut savoir que SQLite restreint l'accès à la base de données, c'est la raison pour laquelle nous devons stopper la connexion quand on a fini de travailler. Donc ça permettra à une autre personne de se connecter à la base de données. Alors pour se connecter c'est très simple, on a la méthode close. Voilà, on a cette méthode là qu'il faut appliquer à notre instance de connexion. Donc si on crée une connexion ça donnerait connection égale SQLite 3.connect jobs.db. Et si on souhaite stopper la connexion, on tape connection.close. Et la connexion se ferme. Donc là on approche de la fin de la section, et avant ça je vous propose un cas pratique pour valider tous les acquis sur Python de cette section. Donc je vous invite à télécharger le fichier jobs2.db qui est dans les ressources de cette vidéo, et après ça vous allez pouvoir commencer ce cas pratique. Donc ce cas pratique, tout d'abord connectez-vous à la base de données jobs2.db, ensuite vous allez écrire et exécuter une requête qui retourne toutes les majors dans l'ordre alphabétique inverse. Donc là souvenez-vous des sections précédentes sur la syntaxe SQL. Ensuite vous allez assigner le résultat complet à la variable result, et enfin, le sujet de cette vidéo, vous allez fermer la connexion à la base de données. Voilà, bon courage à tous et surtout n'oubliez pas de mettre sur pause. Donc moi je vais proposer la solution. Donc à chaque fois je repars de 0, donc import SQL 3,
connection égale SQLite3.connect. Donc à chaque fois je répète toutes les étapes, mais c'est comme ça qu'on assimile. Donc jobs 2 cette fois-ci, on le divise. On va créer une requête, donc query égale guillemets. Si on va aller sur DB Browser pour travailler cette requête, c'est plus graphique, c'est plus visuel, c'est plus agréable de vérifier que notre requête SQL est bonne. Donc select. Donc vu que c'est pour la copier-coller sur Python, j'écris la requête SQL en une ligne. Major from recent-create order by major, on a dit dans l'ordre alphabétique inverse, donc descending, point virgule, F5, et on a bien accès à toutes les majors dans l'ordre alphabétique inverse, donc de Z à A. On va copier-coller cette requête SQL qui marche, du coup. On retourne sur notre cas pratique et on colle à l'intérieur de la variable query, en chaîne de caractères. Ensuite, on crée une nouvelle variable, donc on a dit qu'on disait result. Result égale connection, point, le curseur. Donc, point, on applique la méthode execute, avec en paramètre la variable query qui est notre requête SQL, et on utilise une des méthodes pour aller chercher les éléments. Celle qui récupère tous, c'est fetch all. Voilà, on pourrait même afficher les résultats pour être sûr. Result. Bon, limite, vu que c'est la dernière vidéo de la section, on va afficher tous les résultats. Ça fait, c'est énorme. Et ensuite, on ferme la connexion. Connection.close. Shift Enter. Et ça affiche, finalement, les 173, si je me souviens bien, 173 majors de notre table recent-great. Donc, c'est maintenant terminé pour cette section sur l'exécution de requêtes SQL sur Python. Et dans la prochaine, nous allons travailler avec la commande SQL depuis la commande. A tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette section, je vais vous guider à travers un petit projet pour vous montrer ce qu'il est possible de faire avec une base de données SQL, Python et la commande SQLite Shell. Nous allons changer de base de données et travailler sur le World Factbook qui contient des informations sur la démographie de 267 pays dans le monde. Par exemple, pour chaque pays, cette base de données contient une colonne population, qui est le nombre d'habitants en 2015, une colonne population-gross, qui est le taux annuel de croissance de la population en pourcent, et une colonne array, qui est la surface totale de chaque pays. Vous pouvez donc télécharger cette base de données dans les ressources de cette vidéo. J'espère que ce projet vous plaira et vous ouvrira les yeux sur les possibilités qu'offre une telle base de données. A tout de suite. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la commande SQLite. Donc, dans les vidéos précédentes, on travaille sur Jupyter Notebook. Donc, voici la commande avec Jupyter Notebook qui travaille encore en arrière-plan. Donc, il va falloir le fermer. Donc là, je vous invite à vous rendre sur votre console et taper sur CTRL-C. Là, il va vous poser la question, voulez-vous fermer le serveur, oui ou non? Yes pour oui. D'accord, donc je vais pas répondre assez tôt, donc je vais devoir refaire l'opération. Donc, vous allez devoir taper Y et taper sur la touche Entrée. CTRL-C, Y, oui. Voilà. Donc là, vous vous trouvez maintenant sur la commande directement depuis le dossier formation, comme sur les vidéos précédentes. Et donc, si je tape LS, je vais avoir accès à les fichiers que j'ai créés jusqu'à maintenant, et notamment la base de données que vous avez dû télécharger dans la vidéo précédente qui s'appelle factbook.db. Donc à partir de là, on va pouvoir taper la commande SQLite 3 et le nom de la base de données qu'on souhaite ouvrir. Donc SQLite 3, espace factbook.db, entrée. Et donc là, je suis directement connecté à la base de données factbook.db depuis la commande SQLite. Donc ils me disent qu'on peut taper entrée pour avoir accès à une liste de commandes, point L, pardon. Donc je vais tester. Et du coup, ça me donne une liste de commandes très intéressante, vous pouvez les lire si vous voulez. Et j'ai d'autres commandes, donc la commande par exemple .tables, qui est censée me donner une liste des tables présentes dans la base de données. Pour l'instant, la base de données, on ne connaît pas très bien. Et là, on se rend compte qu'il y a deux tables. Une table qui s'appelle facts et une table qui s'appelle landmarks. Ok. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est taper notre première requête SQL sur la commande SQLite. Donc par exemple, select étoile pour toutes les colonnes. Oups. Étoile from. Et on va utiliser la table facts. On va limiter le résultat quand même à 10. Entrée. Donc là, volontairement, regardez, je ne mets pas le point virgule. Il se passe rien, d'accord. Finalement, je peux écrire ma requête sur une deuxième ligne. Tant que j'ai pas tapé mon point virgule, je peux faire comme l'écriture qu'on faisait sur DB Browser ou sur Index, à savoir une ligne pour select, une ligne pour from, une ligne pour where, etc. Donc là, si je tape mon point virgule, entrée, ça affiche bien les 10 premiers résultats de notre table facts. Alors, beaucoup de données. D'accord, là, on reconnaît des pays. On reconnaît peut-être le code pays, peut-être. Mais on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Il y a plein de chiffres, plein de nombres. Alors, ce qui serait bien, c'est pour avoir quand même accès à l'entête de ces colonnes. D'accord, là, on a des colonnes. En plus, ça fait pas très tableau, c'est un peu décalé. On a une commande qui s'appelle header on. D'accord, si vous le souhaitez ne plus avoir accès aux entêtes, il suffit de faire la même commande .header off. Entrée. Et si je retape ma précédente commande, donc la flèche du haut, je fais défiler celle-ci, je vais rajouter le point virgule directement, entrée. Et cette fois-ci, allez, on est là. Et cette fois-ci, là, on a un en-tête. Donc on sait que la première colonne, c'est l'ID, c'est le numéro 1, 2, 3. On a le code, donc ça va être le code pays. Name, on a le nom du pays. Array, c'est la surface, la superficie du pays. Oui, la superficie totale de ce pays. Array-land, ça va être la superficie terrestre. Array-weather, ça va être la superficie des zones de ce pays. Population, le nombre d'habitants. Population-growth, la croissance, le taux de croissance de cette population, etc. On pourrait aussi tester d'autres requêtes. Donc on va dire select. Étoile, on va toujours afficher toutes les colonnes pour le moment. From, je reste en majuscule du coup. From facts, la table facts. Order by population. Et on va les afficher du pays qui a le plus d'habitants à celui qu'on a le moins. Et on va limiter à 10. Vraiment, on va voir les pays tels que la Chine, l'Inde, les États-Unis aussi. On va revoir ça. Entrée. Alors, voilà pour. Donc il y a une ligne dans cette table, facts, il y a une ligne world, d'accord, donc c'est la population mondiale. Donc forcément il y a le numéro 1, mais donc la Chine est le pays le plus peuplé, l'Inde en deuxième, l'Union européenne, les États-Unis, l'Indonésie, le Brésil, etc. On va tester une autre requête SQL pour commencer vraiment à découvrir cette table facts.
from fat ordered by array-land, donc la surface terrestre pour chaque pays. Et on va l'afficher par ordre croissant, donc du plus petit pays de manière terrestre au plus grand. Et on va limiter 10 résultats. Point virgule, entrée. Alors ça commence là. Là c'est ma commande, ça commence là. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Le plus petit pays de façon terrestre, c'est-à-dire l'Éthiopie, okay. Le sud du Soudan, l'Union Européenne, qui n'est pas un pays d'ailleurs. À retirer, je sais pas ce que c'est. Donc dans cette dernière requête, on remarque quand même des résultats étranges. D'accord, on regarde même océan Arctique. Okay. Par exemple, dans les résultats étranges, il y a quand même l'Éthiopie, qui n'est quand même pas la plus petite superficie mondiale. Cela inclut aussi des entités qui sont non nationales, comme l'Union Européenne. À retirer, je sais pas trop ce que c'est, mais je crois pas que c'est un pays. L'océan Arctique non plus. D'ailleurs, on voit qu'il n'y a aucun chiffre dans les colonnes surface terrestre, surface de l'eau. Donc finalement, c'est pas vraiment un pays. Et en plus, on voit que les données sont un peu en désordre. Et que du coup, comme je viens de dire, il y a des données manquantes. Donc ça, c'est un gros problème dès qu'on utilise la data, c'est les données manquantes. Ça sert à rien de travailler avec des données manquantes. Donc soit on trouve des méthodes pour les remplir, soit on les squeeze, on les retire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que, en plus, ça correspond à des entités qui sont pas forcément des pays, donc autant les retirer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retaper, donc avec la flèche du haut, notre requête SQL, et on va rajouter un filtre where. Alors je vais rajouter après la table fax, where array-land différent de la donnée vide. D'accord? Donc en fait, on va filtrer et on va supprimer tous les pays qui n'ont aucune valeur sur la colonne surface terrestre. Donc on va le trier sur cette colonne, sur une colonne, array-land, et sur par ordre croissant, du plus petit au plus grand, on va limiter à 10. Et on va voir ce qui apparaît maintenant. Alors, on vérifie, ça paraît pas mal. Entrée. Cette fois-ci, on n'a plus l'Éthiopie, donc sur l'Éthiopie, il y avait un problème. Sur la base de données, il y avait un problème, c'est-à-dire que la colonne array-land était vide, manquante, alors qu'il y avait bien une surface, et il y avait une surface de l'eau, donc une petite erreur, juste une erreur sur la base de données. Du coup, on voit que le plus petit pays, c'est le Vatican, deuxième Monaco, etc. Donc là, ça paraît quand même plus logique. Donc on a maintenant terminé pour cette première exploration via la commande SQLite. En plus, vous avez découvert cette nouvelle commande, et vous avez vu comment ouvrir une base de données à travers cette commande. Et quand vous avez décidé que c'est terminé, vous voulez quitter la base de données, vous tapez .quit, entrée. Et on retourne sur notre commande classique. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. À très vite. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser Python avec SQLite. Donc je vous invite tout de suite à ouvrir votre éditeur de code, donc celui de texte pour ma part, et nous allons sauvegarder un fichier et le nommer query.py. Donc un fichier sur lequel on va écrire du code Python. Donc save as, je le renomme query.py, et je sauvegarde dans mon dossier formation, avec toutes les bases de données téléchargées jusqu'à présent, les fichiers Jupyter Notebook. Je sauvegarde, et je vais commencer donc à reprendre ce qu'on a appris précédemment, à savoir le code Python pour se connecter à une base de données. Donc import SQLite 3, connection égale SQLite 3.connect, c'est la base de données factbook.db. Ok, on crée un curseur, donc on peut appeler C égale connection.cursor. Voilà, notre curseur C, une instance de curseur C, et on va exécuter une commande. Donc la méthode execute, soit comme ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a créé une variable query, et au sein de cette variable query, on a écrit une requête SQL en chaîne de caractères, mais on pourrait très bien écrire tout de suite la chaîne de caractères à l'intérieur d'execute ici. Donc la requête SQL la plus simple, select, étoile, from la table fax, point virgule. Et on va afficher le résultat, print c.fetch_all. N'oubliez pas la parenthèse de la méthode fetch_all ici. Donc voilà pour ce code. Normalement, ce code n'a plus aucun mystère pour vous. On sauvegarde, donc CTRL S. Et je vous invite à ouvrir la commande. Donc, on avait vu, dans la présentation et l'installation de Python, on avait vu comment lancer un fichier Python à partir de la commande. Donc c'était la commande Python et le nom du fichier Python. Donc query.py. PY pour Python. Entrée. Et voilà. C'est pas très agréable à regarder. En plus, ça a tout affiché. C'est pas très bien rangé. Enfin, c'est pas aussi bien affiché que lorsqu'on utilisait la commande SQLite. On avait des colonnes, on avait chaque valeur séparée par un trait vertical. Voilà, mais bon, c'est juste pour montrer que ça marche. Et du coup, maintenant, ça va être à vous de jouer. Un petit entraînement. Donc, ce que vous allez faire, c'est modifier le code que je viens d'écrire dans query.py afin que celui-ci sélectionne donc les 10 pays les moins peuplés de la table fax et affiche le résultat. Donc, vous allez ensuite exécuter query.py à partir de la commande python query.py. Voilà, donc, c'est une petite chose à faire. Donc, je vous invite tout de suite à mettre la vidéo sur pause pour avoir l'énoncé dans les yeux. Et vous allez comme ça pouvoir modifier le fichier query.py. Moi, de mon côté, je vais le modifier aussi pour répondre à l'énoncé. Donc, on va aussi afficher toutes les tables, mais cette fois-ci, on veut les 10 pays les moins peuplés. Donc, il va falloir ajouter un order by. On s'occupe pas de la condition where pour retirer les pays qui ne sont pas des pays. Order by. Donc, on veut les moins peuplés, donc ça va être sur la colonne population. Et on veut du plus petit au plus grand pour récupérer les 10 moins peuplés. Donc, ascending, limit, 10. Ok, ça me paraît pas mal. Il n'y a que ça à modifier. Tout le principe de connexion du curseur et d'affichage est déjà correct. Il suffit juste de modifier la requête SQL dans la méthode execute du curseur. Donc, CTRL S, on sauvegarde. On retourne sur notre commande. Et on va taper la même commande, donc la flèche du haut, python query.py, entrée. Cette fois-ci, on a quand même moins de choses. On n'a que 10 éléments. Et on va pouvoir voir du coup que le pays le moins peuplé, c'est Ashmore and Pertier Islands. Okay. Visiblement, c'est beaucoup d'îles. Bon, c'est pas le sujet. Voilà, c'est terminé donc pour cette vidéo. Et maintenant, on sait comment utiliser Python avec SQLite. Du coup, on va pouvoir faire des requêtes et du code Python un peu plus élaboré pour faire des prévisions démographiques. À très vite.
Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer une estimation de la population en 2050. Donc, on va faire deux choses. D'une part, on va utiliser la librairie Panda, et d'autre part, on va écrire une fonction Python. Donc, l'idée de cette vidéo, même de ce projet, c'est de vous montrer ce qu'il est possible de faire à partir d'une base de données en manipulant les données avec Python. Donc, tout d'abord, nous allons utiliser la librairie Pandas. Donc, on va tout de suite l'importer, ce sera fait. Alors, on va compléter par as PD, ce qui nous permet d'utiliser simplement PD lorsqu'on applique une fonction de la librairie Pandas. Donc, justement, d'ailleurs, je vais tout de suite importer SQLite 3, parce qu'on va en avoir besoin. Donc, on va faire notre connexion. Instance de connexion connection égale SQLite 3.connect factbook.db. Et là, on va utiliser une nouvelle fonction, c'est la fonction read-sql-query, qui est une fonction de la librairie Pandas, qui va nous permettre de lire nos données dans un data frame. Donc c'est une sorte de tableau. C'est bien mieux présenté que ce qu'on a vu précédemment. Alors cette fonction elle va prendre deux paramètres. Le premier c'est la requête SQL, et le deuxième c'est l'objet de connexion à la base de données. Donc, je vais vous montrer tout de suite. A égale pd.read-sql-query. Donc premier paramètre, la requête SQL, donc une requête classique select, étoile, on va afficher toutes les colonnes, from, facts, la table facts, point virgule, virgule, con, donc ça c'est le deuxième paramètre, et ça va être l'instance de connexion. Donc nous on l'a nommé connection. Ok, print, on va aller voir tout ce que le résultat. Donc j'ai sauvegardé ce fichier déjà dans un fichier Python qui s'appelle prof.py. Donc CTRL F, je sauvegarde. J'ouvre mon terminal, ma commande, et je tape python grof.py. Entrée. Alors, fichier non trouvable. D'accord, je suis pas dans le bon dossier. CD desktop, CD formation, et cette fois-ci, je vais pouvoir exécuter mon fichier grof.py, parce qu'il est bien dans le fichier formation, dans le dossier formation. Entrée. Alors, ça mouline un petit peu. Et cette fois-ci, on a toutes nos colonnes qui sont bien en colonnes, donc c'est assez clair, assez facile à lire. Donc si on regarde, qu'est-ce qu'on regarde? Là, on a pas mal de N à N. D'accord, on a des colonnes avec certaines valeurs qui sont N à N. Donc N à N, il faut savoir que c'est pour not a number. Ça veut dire not a number. C'est pas un chiffre, pas un nombre. Or, ici, ce sont bien des colonnes numériques. Or, Panda n'accepte pas les blancs. En gros, ça signifie que ce N à N, c'est une valeur incorrecte ou manquante. Donc, je pense que c'est plutôt une valeur manquante. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une méthode, un peu plus tard, sur le fichier Python. On va utiliser une méthode permettant de retirer les données manquantes. C'est la méthode drop NA. Je vais la mettre en commentaire, on la retrouvera tout à l'heure. Drop NA. On lui donnera comme paramètre axis égale 0, ce qui a pour résultat de supprimer toute ligne et une valeur manquante. D'accord, on s'en met pas. Une valeur manquante dans une des colonnes, boum, on supprime la ligne. Voilà. Donc maintenant, l'idée c'est d'avoir une estimation de la population pour chaque pays, le tout en 2050. Actuellement, on a une base de données, on a le nombre d'habitants en 2015 et on a un taux de croissance. Donc la colonne population, c'est cette population initiale, 2015, janvier 2015. Et on a une autre colonne, c'est la colonne population-growth, qui est la croissance annuelle de la population. Donc si on suppose que cette croissance annuelle de la population est constante jusqu'à 2050, alors on est sûr d'avoir une estimation fiable du nombre d'habitants en 2050. Donc, il y a une formule mathématique qui nous dit n égale n0 fois e puissance, donc on met deux étoiles pour le puissance, entre parenthèses, r fois t. D'ailleurs, on va mettre d'espace. Je vais vous expliquer tout de suite toutes ces lettres, à quoi elles correspondent. Voilà. Très bien, donc c'est rt, c'est r fois t. Donc, n, c'est la population finale, c'est la population qu'on calcule. Par exemple, ça sera la population de 2050. N0, c'est égal à la population initiale, donc c'est la population de 2015. Initiale. E, c'est une constante. Une constante. Et c'est une constante qu'on obtient dans la librairie math. Donc on va tout de suite l'importer. Import math. Voilà. Ensuite on a quoi? On a R. R c'est quoi? C'est le taux de croissance annuel exprimé en décimale. Donc un nombre à virgule. Donc taux de croissance annuel. Et enfin T, c'est l'estimation du nombre d'années. Ça va être le nombre d'années entre l'estimation initiale. Je vous montre un exemple. Donc un exemple. Prenons comme exemple un pays, 5000 habitants. Taux de croissance T de 4%. Donc ça fait, en décimale, ça fait 0,04. Et on veut une estimation de 2015 à 2050. Ce qui nous donne le nombre d'années entre l'estimation initiale, c'est 35 ans. Donc T égale 35 ici. T égale 35. Et ce qui nous donne, la formule mathématique nous donnerait N égale 5000 fois E puissance, donc c'est exponentielle, puissance, donc R c'est 0,04, multiplié par 35. Voilà pour la fonction mathématique. Donc nous, il va falloir qu'on transcrive cette fonction mathématique dans une fonction Python. Ce que je vais vous montrer tout de suite. On va l'appeler def pop-grof, entre parenthèses x, c'est son paramètre, deux points, c'est la syntaxe pour créer une fonction sous Python. Return x population fois math fois e puissance x population-grof, le tout sur 100, car c'est des pourcentages, on les en décimales, et la parenthèse est là, fois 35. Ok, donc x dans cette fonction, c'est le paramètre d'entrée de la fonction. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer à la place de x tous les pays du fichier. Donc en gros, chaque ligne, on va lui appliquer cette fonction. Et pour appliquer la même fonction à chaque ligne d'un tableau, d'un data frame pandas, on utilise une méthode, c'est la méthode apply, que je vais vous montrer tout de suite. Donc, on sort de la fonction, d'accord? Quand on a un espace comme ceci, ça veut dire qu'on est dans la fonction. Mais après deux points, on a cet espace-là. Si je fais un entrée, on est tout de suite avec ce décalage. Là, si je me mets là, je suis toujours dans la fonction. Par contre, si je fais ça, je suis plus dans la fonction. Alors, on va créer une nouvelle colonne dans notre variable A. D'accord, la variable A, c'est le tableau qu'on a vu tout à l'heure. Et on va créer une colonne qui
va s'appeler population, donc pop-2050. Population en 2050. Ce sera une estimation, donc égale A, et à ce A, on va appliquer la méthode apply. On va appliquer la méthode apply, lambda, row, pop-graph sur la variable row, auquel on donne axis égale 1. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute la colonne pop-2050, et pour cette colonne, on applique la fonction Python pop-graph à chaque ligne de notre base de données. Donc là, du coup, si on voulait afficher tout de suite le résultat, on pourrait, ça donnerait print A. On va juste voir qu'on a une nouvelle colonne. CTRL S, on retourne sur notre commande. Pour l'instant, on n'a toujours pas appliqué la méthode drop_NA. Donc c'est juste pour voir le résultat de cette nouvelle colonne. Donc cette nouvelle colonne, c'est la dernière, c'est celle-ci. Donc on voit qu'il y a encore beaucoup d'NA, donc je partirai. Et cette colonne, voilà, pop 2050, donc c'est censé être une estimation du nombre d'habitants en 2050. Donc déjà, c'est bien, ça a marché. Alors retournons sur notre fichier. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est notre conclusion, ça va être d'afficher le nom des 10 pays qui seront les plus peuplés en 2050. On va pas s'occuper d'afficher le nombre d'habitants, on va juste, à titre indicatif, donner le nom des 10 pays les plus peuplés en 2050. Donc il va falloir trier du plus grand au plus petit, et il va falloir afficher ensuite les plus grands. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer print A, ça sert à rien. On va appeler une nouvelle variable B, et on va d'abord utiliser la méthode sort, qui va permettre de trier la colonne pop 2050. Donc on va trier du plus grand au plus petit. Donc on va lui mettre la colonne pop-2050, et on va préciser ascending, donc ascending comme le ASC de la syntaxe SQL, ascending égale false. En gros, on lui dit que ce sera dans l'ordre décroissant, dans l'ordre descending. On lui dit que c'est pas l'ordre ascending. Ok, et ensuite, alors il faut juste pas oublier, plutôt avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser drop_NA. On aurait pu faire d'ailleurs précédemment. Bon, on va le faire maintenant, c'est pas grave. Donc, j'ai oublié ça, je l'avais noté de côté ici, on va supprimer du coup. Et on va le faire ici, toujours sur notre variable A. Donc A égale A.drop_NA, entre parenthèses, axis égale 0. J'aurais dû faire comme on avait parlé. Voilà. Et on va aussi filtrer les pays qui ont une surface terrestre égale à 0 ou manquante, et on va filtrer aussi les pays qui ont une population égale à 0 ou valeur manquante. D'accord, ça nous retire aussi les entités qui sont non nationales, un continent par exemple. A égale A, parenthèse A. Donc là on s'occupe de la colonne array to land, qui est la superficie terrestre, et on va s'assurer que cette superficie elle sera bien supérieure à 0, strictement supérieure à 0. Et ensuite, un end, on va faire pareil pour la population. Donc population, on va prendre la colonne de la population. Population, c'est bon, supérieur pareil, strictement supérieur à 0. D'ailleurs, ce qu'on pourrait faire, c'est de tester tout de suite le résultat. CTRL S, on retourne sur notre terminal et on applique la fonction. Alors. Ok, pour ça, on va retirer ça. On prend la méthode sort. Voilà, vous voyez que là, on n'a plus de NaN. Et du coup, on s'en rend pas compte, on a aussi retiré les valeurs nulles pour la population et pour la surface terrestre. Donc je retire ça, c'était juste pour regarder. CTRL Z. On va revenir sur notre variable B. Alors d'accord, c'est sort. Donc sort n'est pas une fonction de la librairie Panda. En fait, c'est sort-values. Voilà, ça c'est bon. Et ensuite, on a dit qu'on voulait afficher seulement les noms. D'accord, toutes les autres colonnes, on s'en fiche. Seulement les noms. Donc B va être égal à B, entre crochets, la colonne name.iloc. Donc ça, c'est une méthode pareille de la librairie Panda qui permet de trouver tous les éléments de 0, de sortir tous les éléments de 0 à 9. C'est un peu comme quand on appliquait le print sur notre variable résultat et qu'on affichait seulement les 5 premiers tuples. Alors là, ça me paraît pas mal. Print B. Alors regardons ça. CTRL S. Je réexécute mon fichier graph.py. Alors. Qu'est-ce qui se passe? On prend la ligne 32. Name false. Okay, false is not defined. Ah, ok. D'accord, false et true, c'est toujours avec une majuscule. Désolé pour l'erreur. Et on reprend tout de suite. Voilà, ça marche enfin. Donc qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous dit que le pays, les 10 pays les plus peuplés en 2050 seront l'Inde, la Chine, le Nigeria, les États-Unis, l'Indonésie, Pakistan, Bangladesh, Brésil. Et Congo, et République démocratique du Congo. Voilà, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, hein, c'est une estimation et ça dépend aussi du taux de croissance. Donc si en 2015 et qu'on considère que le taux de croissance jusqu'en 2050 serait le même, alors l'Inde devrait dépasser la Chine en termes de population. Voilà, c'est vraiment la force de Python et de SQL. SQL va permettre de nous sélectionner plein de données dans des bases de données, et Python va permettre de les analyser, de donner la dépendance, etc. Donc c'est maintenant terminé pour notre première grosse étude de ce projet. Il y en aura un deuxième du même type. Alors c'est vrai que c'est typiquement des cas pratiques pour vous montrer finalement la puissance de l'association de SQL et Python. Donc par la suite, vous inquiétez pas, on va faire énormément aussi de SQL pur. Donc moi je vous attends en tout cas dans la prochaine vidéo pour voir le second cas. Merci à tous. Cette vidéo, nous allons découvrir une nouvelle fonction SQL, qui est la fonction sum, donc SUM, qui permet d'additionner toutes les valeurs d'une colonne. Donc je vous montre un exemple. Si je tape select sum
de la colonne population, donc from la table de facts, point virgule. Donc là, ce qui se passe, c'est que ça va nous retourner la population totale. Ça va sommer toutes les lignes de la colonne population, donc finalement, ça nous retourne la population totale. On va tester sur DB-Browser. Donc, il faut avoir ouvert la base de données Factbook sur DB-Browser et dans exécuter le SQL, F5, et on obtient la population totale. Donc la population totale nous dit qu'on est à 15 milliards d'habitants. Or, si vous vous souvenez bien de notre table facts, on a une ligne monde. Et cette ligne monde, elle comprend déjà la population totale du monde. Du coup, là, on l'a plus ou moins doublé. Alors, si on réécrit une autre requête SQL, on va ajouter par exemple une condition where pour retirer les valeurs manquantes. Ce qui donnerait select, donc sum, toujours de la colonne population, from toujours la même table facts. Et on va ajouter une condition where array-land différent de la valeur nulle, point virgule. On copie-colle cette requête, on va voir ce que ça donne. F5. Et cette fois-ci, on a bien la population totale, à savoir 7 milliards. D'accord? Parce que la ligne monde, finalement, n'avait aucune valeur dans la superficie terrestre. Du coup, en retirant les valeurs manquantes de la colonne superficie terrestre, on obtient bien la population totale mondiale. Donc voilà, maintenant, l'objectif, ça va être avec Python de calculer le ratio surface terrestre, surface de l'eau, possédé par l'ensemble des pays. Du coup, je vous invite à créer un fichier Python qu'on nommera par exemple ratio.py. On va d'abord récupérer le total de la surface terrestre, donc c'est la colonne array/land. Ensuite, on va récupérer le total de la surface eau, qui est la colonne array/water. Et enfin, on va diviser les deux sommes et afficher le résultat. Donc, ça va être sur Python, donc on fait toujours la même chose. Import SQLite 3 pour pouvoir se connecter à notre base de données factbook.db. On va importer Panda comme la vidéo précédente. On crée notre instance de connexion. Connection égale SQLite 3. Connect à la base de données factbook.db. Ensuite, une variable A égale, on utilise la librairie Panda, PD. Toujours la fonction read-sql-query. Une requête SQL, donc on a dit qu'on souhaitait récupérer la surface totale terrestre et la surface totale d'eau. Donc, select sum. D'ailleurs, on va le faire sur notre fichier SQL et on va les tester sur DB-Browser. Donc, on va select sum, colonne, array-land, virgule, deuxième colonne qu'on souhaite, ou valeur plutôt. Ici, c'est une valeur, sum, array-water, from la table de facts, where, donc, même condition que ci-dessus, where array-land, différent de la valeur nulle, point virgule. On va aller tester cette commande sur DB-Browser, onglet supplémentaire, CTRL-V, F5. Et cette fois-ci, on a la surface totale terrestre et la surface totale de l'eau. Donc ça marche bien. Et nous, ce qu'on va vouloir calculer à l'aide de Python, c'est ce ratio entre surface terrestre et surface des mers ou des océans possédés par les pays. D'accord? C'est pas l'ensemble de l'eau sur Terre. On retourne sur notre fichier Python. Donc on a notre requête. Donc je vais dire CTRL-V. Et la en une semi. Pareil, le point virgule, je vais le mettre sur la ligne. Et à partir de la fermeture de notre chaîne de caractères de la requête SQL, on met la virgule et con égale l'instance de connexion, connection. Voilà, est-ce que la parenthèse est fermée? Non, on ferme la parenthèse. On va aller tester ça directement. Donc on va taper print A pour afficher, voir ce que ça affiche sur Python. CTRL S, on sauvegarde. Et on va immédiatement sur notre compte commande et on va taper Python ratio.py. Entrée. Normalement ça devrait donner le même résultat. Donc le résultat c'est 128 millions et quelques et 4 millions 529 000, on va vérifier. Voilà, c'est la même chose. Parfait. Donc maintenant on va pouvoir continuer et calculer notre ratio. Donc on va retirer print de A. C'était juste une étape intermédiaire. Et ce qu'on va afficher c'est print. On va directement l'afficher, donc print de sum array-land sur la valeur de la surface totale d'eau. Donc sum array-water. Alors on vérifie. Là il manque une parenthèse ici. Il manque une parenthèse là. Et ça me paraît pas mal. On sauvegarde, CTRL S, et on retourne sur la commande. On exécute le fichier Python ratio.py. Et cette fois-ci on obtient une valeur, la valeur 28,39, qui est un chiffre à virgule. Donc, pour conclure, ça signifie que sur l'ensemble des pays, qui possèdent à la fois de la terre et de la mer, une petite partie autour de leur pays de mer, on a 28 fois plus de terre que de mer. Donc c'est une information qu'on peut tirer de cette base de données factbook.db. Donc là maintenant c'est la fin de notre projet. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez investiguer un peu plus la base de données avec des questions comme par exemple quels pays ont reçu le plus d'immigrants, lesquels en ont perdu le plus, quels pays auront moins d'habitants en 2050. D'accord, c'est la question inverse de ce qu'on a traité avant. On avait sélectionné les 10 pays qui sont sûrement les plus peuplés en 2050. Une question quels pays ont la plus grosse densité d'habitation, quels pays ont la plus faible, etc. Il y a plein de questions à se poser à partir d'une base de données, notamment sur une base de données qui présente des informations sur la démographie mondiale. C'est maintenant terminé pour ce projet guidé sur l'association de Python et SQL. Donc j'espère que ça vous a plu. Et dans la prochaine section, nous allons voir les stats sur SQL.
Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette nouvelle section, nous allons faire des calculs de statistiques sur SQL, de type moyenne, somme, valeur minimum, valeur maximum. Puis nous utiliserons enfin une fonction permettant de retirer les valeurs en doublon, et ainsi afficher seulement les valeurs uniques. Nous travaillerons sur la table facts de la base de données Factbook, et comme précédemment, nous allons à la fois tester nos requêtes SQL sur le logiciel DB Browser, et les afficher sur Python juste après. Je vous souhaite bon courage pour cette section et j'espère qu'elle vous plaira. A tout de suite. Compter le nombre de données dans une table est une opération très importante. Or, SQL a une fonction qui réalise cette opération à l'array, c'est la fonction count. Donc, si je vous montre un exemple tout de suite, ça donnerait select. Donc on utilise notre fonction count, et dans la parenthèse, on indique la colonne sur laquelle on souhaite compter le nombre de lignes d'éléments. Donc là, on va taper l'étoile, donc ça va compter le nombre de lignes sur l'ensemble de notre base de données, notre table. Donc from, on nomme la table facts, point virgule. On va aller tester ça sur DB Browser, exécuter le SQL, CTRL V, F5. Et on dénombre donc 261 lignes dans notre table facts. Donc si on clique sur l'onglet parcourir les données, on voit bien qu'on a 261 lignes sur l'ensemble de nos colonnes. Donc si nous souhaitons compter maintenant le nombre de valeurs non nulles dans une colonne, on utilisera cette requête, mais à la place de l'étoile, on la remplacera par la colonne où on souhaite connaître le nombre de valeurs non nulles. Donc regardons une colonne dans notre table facts qui aurait des valeurs nulles. Ah tiens, array weather. Ici on voit qu'il y a des valeurs nulles. Du coup on va compter le nombre de valeurs qui sont non nulles. Donc retournons sur ce texte, et à la place de l'étoile, on va la remplacer par cette colonne, array weather, qui a des valeurs nulles. From facts. On va copier-coller cette requête SQL sur DB Browser, exécuter le SQL, nouvel onglet, CTRL V, F5. 243. Donc à l'origine on a 261 lignes dans notre table facts, et si on enlève les valeurs nulles de la colonne array weather, on n'obtient plus que 243 valeurs. Donc c'est très utile pour compter justement le nombre de valeurs non nulles. On va faire la même chose sur Python. Donc sur Python, on va donc calculer pareil les valeurs non nulles d'une colonne, mais il faut savoir une chose avant, c'est que ça va nous retourner une liste avec un seul tuple. Donc pour extraire la valeur qui nous intéresse, savoir le nombre de valeurs non nulles, il va falloir extraire le premier élément du premier tuple des résultats. Donc je vous invite à retourner sur Jupyter Notebook. Donc souvenez-vous, pour l'ouvrir c'est sur la commande vous tapez Jupyter Notebook. Donc sur ce Jupyter Notebook, notre mission ça va être de compter le nombre de valeurs non nulles de la colonne burst-rate de la table facts. Donc si on regarde cette colonne, ici la colonne burst-rate, est-ce qu'il y a une valeur 0? Ah, il y a une valeur nulle ici. Il y en a pas mal ici. Bon. Du coup, ça devrait compter ces valeurs, ça devrait retirer ces valeurs et compter le nombre de valeurs non nulles. Retournons sur Jupyter Notebook. Donc tout de suite, on va importer la librairie SQLite 3 et créer une instance de connexion. Connection égale SQLite 3.connect factbook.db. Ok. Birth-rate-tuple égale connection.execute. On utilise la méthode execute. Et dans cette parenthèse, nous allons ajouter notre requête SQL. Donc, si on va taper notre requête SQL, c'est select count de la table birth-rate. Je l'écris à la ligne pour copier-coller dans la requête par le code Python, from facts.virgule. Donc finalement, c'est exactement la même requête, on change juste la colonne. Je la copie, je retourne sur Jupyter Notebook, entre guillemets, je la colle. Et je vais appliquer une dernière méthode, c'est la méthode fetchpoll, qu'on a déjà vu, fetchpoll. Voilà, et je vais afficher le résultat, pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une liste, et dans cette liste il y a un tuple, et nous la valeur qui nous intéresse c'est la première valeur de ce tuple. Donc c'est pas excellent d'afficher comme ça, donc nous, on va créer une nouvelle variable, cette base ça va être burst-rate-count, finalement c'est ce qu'on veut, c'est-à-dire le nombre de taux de naissance non nul, donc burst-rate-count, et on souhaite les compter. D'où le nom de cette variable, et on va devoir récupérer donc 228 depuis la variable burst-rate-tuple, qui est une liste contenant un tuple. Donc, pour récupérer le premier tuple de la liste, on tape un crochet avec 0, l'index 0, donc la position 1. Donc, il n'y a qu'un seul tuple, mais si on avait deux, ça récupère bien le premier. Et sachant que maintenant on a le premier tuple, on a un tuple, et on souhaite récupérer la première valeur de ce tuple. Donc, il y a deux valeurs, la deuxième valeur c'est après la virgule, il n'y a rien. Donc, on va de la même manière taper crochet index 0, et on va afficher print birth-rate-count. Shift enter, et on obtient bien cette fois-ci le résultat, à savoir le nombre de valeurs non nulles de nos colonnes burst-rate. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, donc on a vu cette nouvelle fonction, la fonction count. SQL a d'autres fonctions que la fonction count, notamment des fonctions qui permettent de trouver les valeurs minimales et maximales au sein d'une colonne. Il faut savoir que la fonction count on peut l'utiliser avec n'importe quelle colonne, alors que les fonctions min et max, on peut seulement les utiliser avec des colonnes numériques. D'accord, ça va déterminer la valeur max